que la place de la femme est au foyer. Oui, pour moi, elle est au foyer. Le féminisme, effectivement, c'est d'avoir une femme épanouie, qui est contente de ce qu'elle a fait, mais certainement pas de vouloir être l'égale des hommes. Vouloir dépendre uniquement de son mari, c'est un risque pour la femme. En 2026, on peut pas dire ça. C'est nier la nature humaine, en fait. La femme, elle n'est pas faite pour avoir des enfants à 45 ans. Je me sens clairement économiquement trop jeune pour avoir un enfant. On a réussi à vivre avec 9 enfants, avec un seul salaire, un salaire de professeur. Je suis féministe. Faux. Vrai et faux. Il faut de la nuance là-dedans. Le genre est une construction sociale, pas une réalité biologique. Faux. Vrai et faux. On peut être féministe et femme au foyer. Vrai. Vrai. La société actuelle méprise les femmes au foyer. Vrai. Faux, au contraire. Dépendre financièrement de son mari est une mise en danger consciente. Faux. Vrai et faux, ça dépend vraiment chacune des situations. Ma carrière est ma priorité absolue devant la maternité. Faux. Vrai. La famille nucléaire, donc papa, maman et enfant, est un modèle périmé. Faux. Faux. Une femme sans enfant est une femme incomplète. Oh, c'est difficile de trancher, C'est difficilement de dire faux ou vrai. Faux. La congélation des ovocytes est un progrès majeur pour la liberté des femmes. Faux. Vrai. Ne pas vouloir d'enfant est une forme d'égoïsme. Vrai et faux. Mon utérus, mon choix, 100% faux. Prioriser sa carrière au détriment de sa vie de famille est une erreur que l'on regrette à 50 ans. Faux, si c'est tout à fait assumé, il n'y a pas de raison de regretter. J'ai 35 ans. Est-ce que je suis légitime de répondre à cette question ? C'est ça la réalité. Donc je vais dire je ne réponds pas puisque je n'ai pas cet âge-là, donc pas le recul pour répondre à cette question. Élever 9 enfants est plus utile à la France que de faire une grande carrière. Oh, vrai et faux, les deux sont utiles. Eh bien, je crois que je vais te laisser répondre à cette question parce que je ne pourrai jamais répondre à cette question. Et enfin, je pourrais être amie avec la personne en face de moi. Vrai. Ah oui, bien sûr. Bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Faut-il abolir la notion de genre ? Moi, je pense réellement qu'il faut juste lâcher la grappe aux gens qui ont besoin de sens à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je trouve que un sujet aussi intime qui est le genre ne mérite pas en aucun cas d'avoir une décision là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et vouloir dire non, toi t'es comme ça donc tu resteras comme ça, c'est trop difficile parce que en fait. Aujourd'hui, en 2026, on fait quoi ? On doit dicter aux femmes quand est-ce qu'elles doivent avoir des enfants. On doit leur dicter qu'il faut vite trouver un partenaire parce que toc, 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 l'horloge biologique. Non, c'est vraiment une connerie de congeler vos ovocytes parce qu'à 50 ans, vous êtes trop vieille pour avoir des gosses. Et en plus, si vous vous identifiez pas en tant que femme, eh bien, vous êtes mal vu. Non, au bout d'un moment, on lâche la grappe aux gens de manière globale. On les laisse tranquilles sur que ce soit comment ils s'identifient, quand est-ce qu'ils ont des enfants ou est-ce qu'ils ont besoin de se sentir épanouis avec ou sans enfants. Pour moi, cette question-là, elle devrait arrêter de faire débat. Elle devrait être vraiment, mais complètement invisibilisée. C'est-à-dire laisser les gens être ce qu'ils ont envie d'être. Point barre. Pour la question du genre, oui, effectivement, pour moi, c'est une non-question. Il y a de façon naturelle un homme, une femme. Je pense que c'est des questions à la mode, entre guillemets. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a des rôles genrés. Un homme n'est pas fait comme une femme n'est pas fait comme un homme. On est les premières à se targuer d'être capable de gérer et le boulot et la famille et le petit dernier à la crèche et le sport du deuxième. Non, ça c'est dépassé. Aujourd'hui, l'état d'esprit d'une girl boss, c'est plus du tout mis en valeur. Aujourd'hui, il faut être clairvoyant avec le fait que justement, on ne peut pas tout avoir. Et ça, au contraire, je pense que c'est là que c'est important de dire. Quand je te dis tout avoir, c'est en tant qu'une femme, de dire je gère le foyer, je gère les pulsions de mon mari, je gère ma vie de couple, je gère ma vie de femme parce que aussi j'ai besoin d'être comme ceci, comme cela. Je gère ma vie pro puisque je suis une femme accomplie professionnelle. Non, c'est faux. Maintenant, on a compris que non, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est une question de choix. Donc, l'esprit girl boss, c'était tendance il y a 10 ans, quand on regardait Le Diable s'habille en Prada, ou qu'on regardait des films où la nana, elle avait tout ce qu'elle voulait, et puis entre deux cols, elle allaitait, et puis elle dealait un contrat à 10 millions. Voilà, c'était dans les films, et c'était comme ça. On nous a fait croire que c'était possible, sauf que ce n'est pas possible. Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que si, alors évidemment, celle-là, c'était des caricatures. Je n'ai pas effectivement signé des contrats à 10 millions d'euros en allaitant mes enfants. Encore. Mais
Et ce que je veux dire, c'est qu'on est capable, on est quand même, nous, capables, les femmes, de faire beaucoup de choses en même temps et de gérer beaucoup de choses à notre niveau par rapport à un homme. Tu vois, tu parlais de la genèse des problèmes souvent. Là, moi, je pense que la genèse du problème, c'est d'avoir fait croire à l'homme qu'il n'était pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Alors, j'en suis convaincue qu'il est capable. De toute façon, c'est prouvé. Un homme, je vais te dire un truc très, très caricatural, mais le nombre d'histoires où j'entends que le conjoint, il allait au travail et puis il allait aussi voir sa maîtresse tout en rentrant et s'occupant de sa femme et ses enfants, ah bah là, c'est bien la preuve qu'il savait faire plusieurs choses à la fois. Donc, moi, je pense vraiment que le fait qu'on a bien materné les hommes là-dessus, en leur disant non, pas tout à la fois. Moi, je sais gérer, t'inquiète, mais voilà. Non. Pour moi, dire qu'un homme ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, c'est une injonction à la con, désolé du terme, mais aujourd'hui, un homme sait faire plusieurs choses à la fois dans beaucoup de domaines, comme nous. On reste deux êtres humains, peut-être deux sexes différents, ok, on s'identifie comme deux sexes différents, certes, mais à ce jour, on n'est pas surhumaine parce qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Il est tout autant surhumain parce qu'il saura faire plusieurs choses à la fois. Et je pense que la genèse du problème, c'est qu'on leur a fait croire qu'eux ne pouvaient pas faire plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, moi, mon conjoint, il cuisine avec moi, il sort mon chien, il fait autant de tâches ménagères à la maison que moi. Il n'y a pas de moi, je sais plus faire ça que lui. Et il sait plus faire ça que moi. Non. Je trouve que à la maison, dans notre dynamique de couple, et je pense que c'est je pense vraiment que c'est cette dynamique qui fait que on tient le coup en fait. Et ben c'est parce que il y a pas de genre. C'est pas moi qui suis à la cuisine et lui qui va s'occuper de la voiture. Non. Ah non, mais je te rassure, je me suis être, aussi occupée de la voiture, j'ai changé les batteries de mes voitures, j'ai tondu la pelouse. Mais ça, tu vois, ça c'est ça, de genrer. C'est-à-dire, monsieur va s'occuper de la plomberie parce que on dit souvent que il y a plus de plombiers que non, c'est pas dans ce sens-là que j'entendais genrer. Non, en tout cas, moi, c'est les tâches. vois, effectivement, un homme est tout à fait capable de passer l'aspirateur comme une femme, de faire la vaisselle ou de faire à manger. Les grands chefs, sont des hommes. Les grands couturiers sont des hommes. Exactement. Enfin, souvent. Donc non, c'est pas sur l'histoire des tâches en soi, mais c'est plus profond que ça en fait. C'est une relation qui est que il y a un genre qu'on peut pas effacer. Et donc il y a des choses qui nous paraissent nous naturelles, qui ne le seront pas pour les hommes, et des choses qui sont naturelles chez les hommes et qui ne nous seront pas. Voilà. Mais ça ne s'incombe pas à des tâches pour moi, tu vois. Ça s'incomber à quelque chose de très, peut-être la sensibilité féminine pour ressentir quelque chose. Oui. Ça va être la vision masculine pour gérer une situation. Je suis d'accord. Profondément, pas ça sur reste, les tâches, voilà, pas sur les tâches, mais on n'est pas non plus obligé. Parce que là, le problème, c'est encore une fois, c'est que comme on veut ça, on oblige du coup. Il y a des hommes qui ont peut-être pas du tout envie de passer l'aspirateur. Bien sûr. Et pourquoi ce qui m'ennuie là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on veut montrer que l'homme doit tout autant promener la poussette, faire la vaisselle. Et de toute façon, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est évident, c'est dans les publicités où on voit systématiquement le papa qui va changer la couche du bébé, le papa qui pousse la poussette ou le papa qui fait la cuisine. Et c'est d'ailleurs sur lui qu'on tape parce qu'en général, ils sont ridiculisés. Je trouve ça vraiment très dommage. Et donc, c'est pareil. Tu parlais d'injonction sur la femme, mais là, c'est une injonction sur l'homme. Comment tu la dominerais, cette injonction ? Laissons-leur la paix aussi. À quel sujet ? Sur ces sujets. S'il n'a pas... moi, je connais des hommes, c'était très compliqué pour eux d'accompagner leurs femmes au moment où elles accouchent parce que c'est difficile de voir leur femme souffrir. Et puis... ce lien naturel avec le bébé n'est pas évident. Alors, il peut ne pas être évident pour la mère. Je ne dis pas l'inverse. Il y a des mamans qui n'ont pas cet instinct parce que le bébé est sorti de leur ventre. Ça y est, c'est formidable. Mais pour le papa non plus. Et là, on veut forcer. Je vous arrête 2 secondes. Si vous voulez plus d'œil pour œil, lâchez un like. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je trouve qu'on veut forcer l'image sur le père aussi attentif. Ah là là, il va aller promener son... Laissons-les la paix, effectivement, aussi. Et donc, laissons la paix aussi aux femmes. Avoir un enfant, c'est un contrat à 2. Et dire à ce jour,
oh, bon, t'as pas envie de changer la couche, c'est pas grave, je vais le faire, machin. Oh, t'as pas envie de faire ceci, t'as pas envie de faire cela. Non, en fait, aujourd'hui, c'est plus la vision où la femme doit faire plus ça parce qu'elle est intuitivement plus faite pour ça. C'est pas vrai. Par contre, il faut pas caricaturer et on va pas non plus les dire « Oh, les pauvres hommes, ils sont enfin impliqués dans la maternité ». Non, la réalité, c'est que il faut aujourd'hui vivre en 2026, dire « Bah non, maintenant, la maternité, déjà, on dit la maternité comme… Enfin, c'est la parentalité, en fait, où il y a 2 êtres, en fait, qui vont s'occuper d'un foyer, d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Donc, en fait, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice, en fait. Donc, en fait, non, à ce jour, on va pas dire « Oh, le pauvre, il doit s'occuper des enfants, machin ». Non. Et il faut pas non plus qu'il soit glorifié parce qu'il s'en occupe. En fait, chacun doit mettre l'énergie qu'il faut pour construire un foyer stable et un foyer qui fonctionne, tout simplement. Donc non, c'est pas une injonction de maintenant, aujourd'hui, montrer que le papa va être impliqué et glorifier ça. Parce que, alors en plus, on glorifie, bref, c'est ce qui devrait faire partie de la vie. Mais moi, à ce jour, je trouve ça complètement déconnant de dire c'est une injonction. C'est pas une injonction. C'est un rôle qui a été mis de côté depuis très longtemps. En fait, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Mais justement, il a besoin d'un père et d'une mère, mais pas forcément de la même façon. C'est pas parce que le père ne va pas aller changer la couche, parce que ça lui dit rien sur le coup d'aller changer la couche de ses enfants. Oui, mais alors d'accord, ça lui dit rien. Bébé, mais c'est pas parce qu'il fait pas ça qu'il est pas père. Après, maintenant, moi, mais qu'il n'est pas impliqué, ça c'est une certitude. J'ai mon beau-fils qui change les couches aussi souvent que sa femme. Hein, donc tu me rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, c'est complètement normal que l'enfant mérite un père impliqué et une mère impliquée. Mais le père, c'est pas parce que le père faisait pas. C'est pas parce que. C'est vrai que mon mari n'a pas forcément beaucoup changé les couches de ses enfants, mais c'est pas pour ça qu'il n'était pas impliqué. C'est pas du tout pour ça qu'il n'était pas impliqué. Et tu sais pourquoi tu peux te permettre ce raisonnement ? Parce que tu étais mère au foyer. Aujourd'hui, si la maman n'est pas uniquement au foyer, c'est-à-dire qu'elle continue à travailler alors que l'enfant est en bas âge, dire aujourd'hui, écoute, non, j'ai pas envie, fais-le, mais c'est cracher sur sa mère. C'est-à-dire dire, écoute, non, j'ai pas envie. Ah, parce que tu crois que moi, là physiquement, là, j'ai envie, là, je suis fatiguée. Donc, en fait, j'ai besoin de toi. Donc, on peut pas, en fait, minimiser ça. On peut pas dire, moi, il a pas envie, c'est bon. Non, en 2026, on peut pas dire ça. On peut pas. Mais d'ailleurs, je le dis pas. Tu dis juste qu'il faut qu'on met trop d'injonctions sur le fait que le papa doit s'occuper aussi. Et s'il en a pas envie, en fait, non, on peut pas. On pose pas la question du coup dans le chemin inverse, c'est-à-dire, oui, et si la maman elle a pas envie de promener le petit, et si elle a pas envie de changer les couches, machin, on fait quoi en fait ? On laisse le petit dans sa merde ? Non. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de mettre en valeur les deux et de enlever l'injonction sur le père et enlever l'injonction sur la mère, mais mettre en avant le fait que la parentalité, c'est peut-être des fois, tu n'as pas envie, il n'y a pas de problème, je le comprends. Par contre, le jour où j'ai pas envie, soutiens-moi, s'il te plaît. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, mais ils peuvent très bien soutenir autrement aussi. Oui, c'est pas là on parlait vraiment de la tâche de dire oui. T'as pas envie, ok, pas de souci, je comprends. J'entends, je dis pas qu'il faut qu'il soit l'esclave, etc. et qu'elle soit l'esclave, et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Par contre, on peut pas lui dire oh t'as pas envie, ok, machin, non, c'est tu fais autant que moi, parce qu'aujourd'hui, la parentalité, c'est quelque chose, c'est un travail à deux, et je dis un travail parce que c'est vraiment le rôle d'une vie d'être mère. Voilà, on donne la vie. Je pense que c'est quand même hyper beau, même, et je suis hyper admirative de toutes ces mamans qui créent un cœur, qui créent un poumon, qui créent un corps. Et à ce jour, s'il n'a pas envie de changer la couche, il va quand même se mettre 2 secondes à la place de sa femme si elle lui demande. Et il devrait aussi naturellement dire « C'est quoi, je vais t'aider, chérie, t'inquiète pas, c'est normal ». On ne peut pas, sous couvert de il a le travail, machin, il est fatigué, de mettre la maternité, la parentalité de côté. On a besoin de toi dans la famille. Tu as autant le rôle qui est important. Et ça, en fait, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper sain, en fait, de le remettre au centre de la parentalité, qui est dire « Pas de problème. Tu sais quoi, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Peut-être qu'il y a des jours où tu seras à 100% et donc tu vas pouvoir venir m'aider. Il y a des jours où tu seras à 90%, t'inquiète pas. Moi, je serai les 10% supplémentaires et je vais pouvoir t'aider. » Voilà, c'est ça pour moi la réalité. Et encore, je ne dis pas aider parce que ce serait juste de mettre, comme je te l'ai dit, la pierre à l'édifice dans ce rôle qui est la parentalité. Donc, stop les injonctions dans les deux côtés, en fait. D'être le papa parfait et d'être la maman parfaite. C'est tout, en fait. Dans le vrai-faux, je vous avais posé la question. Dépendre financièrement de son mari est une mise en danger consciente. Faux. Vrai
et faux. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer un petit peu cette position-là ? Vouloir dépendre uniquement de son mari, c'est un risque pour la femme. Tout simplement parce que quand on part du postulat qu'on se met en concubinage, on se marie avec la personne en 2026, je redis encore une fois, on n'a pas la certitude de passer notre vie avec la personne. Et la réalité, c'est que, tu l'as très bien dit, une femme, quand elle s'arrête de travailler, après retourner dans le monde du travail, que ce soit 3, 4, 5, peut-être 10 ans même, on vous ferme beaucoup de portes. Et on est vu comme... vous êtes consacré à vos enfants, c'est honorable, mais nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. On ne vit plus dans le monde des bisounours. Le divorce n'est plus du tout critiqué. Le fait de se séparer n'est plus du tout mal vu. Par contre, c'est prouvé que la femme perd en pouvoir d'achat quand elle se sépare de son conjoint, marié ou non marié. Pourquoi ? Parce qu'elle doit essayer de retrouver un travail, peut-être plus avec les mêmes compétences, mais en essayant de garder le niveau de vie qu'elle a offert à ses enfants. Et donc, du coup, c'est un risque de vouloir mettre sa carrière de côté. Parce que on vit dans un monde où, il faut le dire, l'amour est plus aussi, on va dire, vu comme une valeur durable qu'avant. Le regard qu'on a sur le mariage et sur la famille a changé. C'est ça aussi qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, moi, je connais plein de gens qui, quand ils se sont mariés, ils n'avaient pas dans leur tête une petite case divorce. Ils se mariaient pour la vie. Et ça a changé. Donc forcément, aujourd'hui, on se dit, ah ouais, mais si je divorce, je vais me retrouver, comme tu dis très justement, sans travail, sur un marché de l'emploi qui est compliqué et où je risque de ne pas trouver de place. Donc on est d'accord sur le fait oui, que c'est on est d'accord, mais en fait, femme. la question c'était le fait de Dépendre financièrement. dépendre financièrement de son mari. En fait, je n'ai pas eu l'impression de dépendre financièrement de mon mari parce que... Sûrement parce que tu savais que tu allais... Enfin, en tout cas, je pense que humainement, ça n'était même pas envisageable dans ta tête de te séparer de ton mari. Alors, et donc, du coup, c'est un certain pari, au final, humain, de se dire, aujourd'hui, je sais que je vais passer ma vie avec cet homme, donc je suis OK de lui laisser le rôle que j'aurais pu peut-être jongler, c'est-à-dire pas seulement être mère au foyer, mais aussi peut-être travailler, développer un petit peu plus ton atelier. Mais je sais que j'ai pas besoin de le faire. Ce sera un autre moment de ma vie où je le ferai. Aujourd'hui, c'est mes enfants, c'est ma priorité. Oui. Mais parce que tu avais confiance en cet homme-là. Dépendre de quelqu'un aujourd'hui, en 2026, c'est un risque. C'est un risque financier, c'est un risque humain. Vouloir, en 2026, dépendre uniquement de son mari, c'est potentiellement mettre entre les mains de quelqu'un d'autre votre vie. Oui. Surtout si on n'est pas sûr de la personne en face de soi. Il faudrait revenir presque à quelque chose d'un peu plus profond. C'est-à-dire que là, à vouloir faire ça, à vouloir séparer vraiment les rôles et à être indépendant, etc., on gomme un peu... je pense que tu veux gommer un peu la nature humaine. Et le problème, c'est que les hommes sont heureux d'avoir... Alors, c'est pas une soumission. C'est juste de faire vivre leur femme. Ils en tirent une satisfaction qui est tout à fait naturelle chez l'homme. Mm-hmm. Et ça n'est pas pour ça que je me suis sentie dépendante, entièrement dépendante de mon mari. Je lui dis souvent, tu nous as fait vivre, quand il a des coups de blues, des moments de fatigue, il nous a fait vivre pendant des années et des années sur son salaire par son métier. Et c'est très beau. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai des élèves en couture qui... elles ont leur budget pour les cours de couture et c'est hors de question que ce soit leur conjoint qui leur paye leurs cours de couture. Mais en fait, peut-être que le conjoint serait ravi de leur payer leurs cours de couture en leur disant « Écoute, tu t'es arrêté de travailler parce que là, tu avais des problèmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus en burn-out dans leur travail. Tu t'es mis entre parenthèses pour ton travail, ok, mais prends du temps pour toi, va prendre des cours de couture, ça te fait un bien fou, et je vais te les payer. Parce que moi, ça me fait tellement plaisir que tu ailles mieux parce que tu prends des cours de couture. Ah, et ça, on veut le gommer, ça. Non, moi, je suis indépendante. D'accord, j'ai mon conjoint, il est très bien, mais je suis indépendante. Si je veux aller faire ma manucure, je fais ma manucure. Si je veux aller faire si je veux aller chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur. C'est moi qui me le paye. Et ça, c'est quelque chose qu'on a effacé et qui est dommage. Moi, je pense qu'il faut mettre de la nuance là-dedans. C'est-à-dire que l'émancipation de la femme est quelque chose de positif là-dessus.
C'est-à-dire qu'avant, on devait demander l'approbation à notre mari pour aller faire quelque chose. Aujourd'hui, la femme décide, la femme souhaite faire les choses, donc elle le fait par elle-même. Je suis d'accord avec toi pour te rejoindre sur le fait que c'est intéressant de dire que monsieur a vu que madame se sentait peut-être épanouie à faire de la couture et donc il a envie de lui faire plaisir en lui payant. Ça, je te rejoins et je trouve ça adorable et admirable. Cependant, on ne peut pas dire que notre conjoint va nous payer tout parce que d'une certaine manière, ça va nous arranger financièrement, etc. On s'éloigne du sujet qui est que c'est bien aussi de savoir, en tant que femme, manager son budget. Manager, c'est... Mais là, je te coupe parce que en fait, le budget, c'est moi qui le manageais à la maison. Hein. Il ramenait l'argent, ok, mais je faisais les comptes. Je te parle pour toi-même, hein. Je te parle pas pour la famille. Hein. Oui, je te parle vraiment en tant que mais femme. pour moi aussi, du coup. Parce que forcément, j'avais ça, je peux me le permettre ce mois-ci, pour moi, et je ne me suis jamais privée d'aller chez le coiffeur ou des choses comme ça. C'est pas parce que j'étais... qu'il n'y avait qu'un seul salaire et que c'était... voilà, j'étais dépendant de mon mari par le salaire, que tout n'était pas partagé et que du coup, est-ce que je peux aujourd'hui aller chez le coiffeur ? Non, ça ne se passe pas comme ça, effectivement. On n'est plus dans les années 50 où il y avait certainement un abus, mais... on va dire une soumission, surtout soumission, une maîtrise, je pense, au final. Mais il faut si on regarde plus avant... on parle toujours du Moyen-Âge comme des femmes qui étaient... Il faut arrêter. Hein. Les femmes étaient très libres. C'est elles qui tenaient les salons et elles étaient très, très émancipées. Mais c'est pas pour ça qu'elles gagnaient de l'argent par leur travail. Non, mais bien sûr, mais c'est de l'histoire. Donc, c'est le regard qu'on a, en fait, qui fausse la donne, je pense. C'est quoi un désir d'enfant, en fait ? Normalement, un désir, c'est quelque chose de très personnel, d'intime. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même désir, etc. La plupart des femmes ne réfléchissent pas à ça, puisque la plupart des femmes ne sont plus célibataires à 35 ans. Elles sont mariées avec un enfant, peut-être même déjà divorcées, d'ailleurs. Et en fait, la plupart des femmes n'interrogent pas leur désir d'enfant. Les hommes non plus, hein, d'ailleurs. C'est pas que féminin. Mais une fois qu'on n'a pas coché les cases, en fait, on est obligé de se questionner. Et je n'ai jamais vu autant de gens qui se questionnent sur leur désir d'enfant que ceux qui n'en ont pas, en fait. Les autres, quand tu leur demandes, ils ne se sont pas posé la question. Ils ont fini leurs études, ils ont rencontré quelqu'un, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Point barre. C'est ce qu'on appelle une norme sociale. C'est aussi pour ça que ça m'a libérée de congeler mes ovocytes, c'est finalement de réfléchir à tout ça. Moi, les femmes entre 35 et 40 ans qui n'ont pas d'enfants, elles ont souvent des jobs super, ou en tout cas, elles ont une liberté que n'ont pas les autres. Est-ce que c'est pas hyper important de bien réussir sa carrière, de bien gagner sa vie, d'avoir un boulot qui nous épanouit, d'avoir la liberté de faire plein de choses ? Voilà, c'est jamais présenté positivement. Et ça, c'était aussi, c'est devenu un de mes combats depuis. Pour moi, c'est quelque chose d'inenvisageable, évidemment. Et parce qu'en fait, naturellement, la femme peut avoir des enfants, on va dire entre 15 ans et 40, 45 ans, voire 50 ans pour certaines, mais bon, la plupart du temps, entre 40 et 45 ans, c'est terminé. C'est naturel. Je vais juste parler de naturel. Repousser l'âge de la procréation en congelant des ovocytes en disant je ne pourrai plus, je n'en aurai plus, puisque à 40 ans, je ne vais plus en fabriquer. Hein. Donc, je les ai congelés pour que quand j'aurai fini de penser à ma carrière, je décongèlerai tout ça et puis j'aurai un enfant à cet âge-là. C'est nier la nature humaine, en fait. La femme, elle n'est pas faite pour avoir des enfants à 45 ans, ni à 50 ans. Alors, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, et là, on va se décorréler du fait de vouloir des enfants. C'est de vouloir trouver un partenaire, en fait. Parce que là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux teams. J'ai ceux qui ont eu des enfants et ceux qui n'ont même pas de conjoint, qui ne trouvent pas de conjoint. Et il y a une réalité aussi, c'est que beaucoup d'hommes qui sont dans la trentaine se disent « je veux profiter, j'ai pas forcément besoin de construire une famille tout de suite ». Et puis il y a la réalité des femmes qui sont dans la trentaine et qui, justement, vont penser à cette injonction de l'horloge biologique, etc. Donc en fait, laisser le choix à la femme en congelant ses ovocytes, c'est peut-être lui donner une chance de se dire je vais pas faire un enfant avec la mauvaise personne parce que j'ai pas le temps, en fait. Et ça, il faut prendre cette dimension-là. Il faut pas la mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, rencontrer quelqu'un et vouloir fonder une famille, c'est un réel pari.
Alors, Et c'est pas seulement faire des enfants c'est un pour pari. faire des enfants. C'est un pari parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un pari parce que le regard a changé sur le mariage et que du coup, effectivement, on se dit je vais profiter de la vie. Mais ça, c'est des regards qui ont changé. Effectivement, avant, on se disait pas je vais d'abord profiter de la vie. Ensuite, je me dirais peut-être que je vais commencer à regarder un peu autour de moi s'il y a quelqu'un avec qui je pourrais envisager d'avoir des enfants. Et puis, j'aurai des enfants. Ça, ce regard-là, déjà, il a changé. Et en plus de ça, je pense qu'on s'est trompé de débat. Le problème, c'est dans le féminisme, c'est que c'est pas ça le féminisme en fait. Le féminisme, effectivement, c'est d'avoir une femme épanouie qui est contente de ce qu'elle a fait, mais certainement pas de vouloir être l'égale des hommes. Je vous arrête 2 secondes, dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain œil pour œil. On lit tout. Or, aujourd'hui, comme on a voulu être l'égal des hommes, ce qui est absolument impossible de façon naturelle, un homme, voilà, ça, physiquement parlant, peut-être qu'on a fait peur aux hommes. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que le regard des hommes sur nous n'a pas changé? Se dire, elles n'ont plus besoin de nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un homme est content qu'on ait besoin de lui. Donc, comme on a changé ce regard-là, et comme, en fait, ils se disent, elle n'a plus besoin de moi, à quoi ça sert que je me marie? Alors, peut-être qu'il y aura le désir d'enfant. Il faudra quand même, je vais me marier parce que j'aimerais bien quand même, moi, avoir un enfant. Mais ça n'empêche que je reviens à mon idée première, c'est qu'une femme n'est pas faite pour avoir des enfants à 45 ans ou à 50 ans. Si elle n'a pas trouvé un mari avec qui fonder une famille et partager beaucoup d'amour, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. La première chose que je me suis dit quand elle a parlé du fait qu'elle n'était pas pour la congélation des ovocytes, mais aujourd'hui, laisser le choix aux femmes, c'est quand même une qualité de notre siècle. On ne peut pas en fait critiquer ce choix-là, on ne peut pas le remettre en cause et donner cette liberté aux femmes. C'est merveilleux en fait, c'est merveilleux de leur laisser le choix, c'est merveilleux de les aider dans ce choix-là et surtout de leur donner la possibilité de peut-être, si elles ont envie d'avoir un enfant, d'en avoir un plus tard, au lieu de courir après justement cette horloge biologique, laissons-leur le choix et laissons-leur faire les choses quand elles ont envie. Et il y a des gens qui sont célibataires, qui n'ont pas effectivement trouvé la bonne personne, pour des raisons que j'ignore évidemment, mais... Et donc, congeler ces ovocytes aide quand même ces gens qui veulent des enfants. Non, parce que pour moi, c'est pas normal, c'est tout. Ils sont restés célibataires, ils ont fait le sacrifice de l'enfant. Non, je te parle de quand tu es célibataire et pas par choix, d'accord, que tu recherches quelqu'un, mais tu ne trouves pas. Je trouve que c'est quand même une avancée magnifique de se dire que tu as la possibilité de te dire que le jour où je rencontrerai quelqu'un, j'aurai quand même ça, cette réserve-là. Ça, on ne peut pas le minimiser, on ne peut pas le dénigrer. C'est quand même important, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires, et on ne peut pas leur enlever ça, en fait. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions, on part des conséquences en fait. On ne revient jamais à la cause première. Pourquoi il y a autant de célibataires? Pourquoi il y a plus ce désir d'enfant, de fonder une famille jeune, etc. Il faudrait travailler sur les causes, plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Puisqu'on n'arrive pas à avoir de partenaire assez tôt, je vais congeler mes ovocytes, comme ça au moins, si à 50 ans je rencontre la bonne personne, je pourrais quand même être mère. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas en fait. On ne parle pas, on est encore en train de trouver des solutions sur des conséquences et pas sur les causes. Je pense que en fait, là, les causes, c'est juste l'émancipation de la femme, tu vois. Et faire en sorte que la femme s'émancipe et ne s'autorise plus à être dépendant de son mari, vouloir être beaucoup plus à son égal, même si tu estimes que ce n'est pas ta vision, naturellement, ça lui laisse le choix d'être plus exigeante. Et pour moi, être exigeant, c'est pas un défaut, c'est pas un problème. C'est juste de se dire que, aujourd'hui, moi, si je veux être avec quelqu'un, je veux qu'il réponde à mes besoins. Aujourd'hui, répondre aux besoins d'une femme, c'est plus répondre aux besoins d'une femme, il n'y a serait-ce qu'il y a 20 ans. Et donc, naturellement, bien sûr que c'est beaucoup plus challengeant d'être en couple avec une femme beaucoup plus autonome. Et je suis convaincue que les hommes peuvent continuer à satisfaire la femme dans sa globalité, que ce soit pour la soutenir dans plein de projets, etc. Moi, en tout cas, c'est le cas dans ma relation. Et je ne doute pas une seconde que ce serait un papa idéal si un jour on aurait un enfant. Mais la réalité, c'est que
laisser le choix à la femme, c'est certainement la meilleure chose qui puisse lui arriver, alors qu'avant, on nous bassinait avec l'horloge biologique. Aujourd'hui, la femme, si elle estime ne pas avoir rencontré la bonne personne, et on ne parle pas de la genèse du problème, on parle de la vie actuelle en 2026, c'est de lui laisser le choix, de si un jour elle veut un enfant, eh bien lui donner la possibilité d'en avoir un, même sur le tard. Je ne peux pas te rejoindre là-dessus. Ce qu'elle oublie, c'est que on vieillit et supporter des mauvaises nuits, des pleurs, des caprices d'enfants, ça, c'est des choses qui se font de façon naturelle quand on a 20 ans, 25 ans. Une nuit, 2 nuits, on est fatigué, mais on va récupérer. Avoir un bébé à 50 ans, tenir les nuits, tenir l'allaitement, tenir toutes ces choses-là, j'aimerais bien avoir des retours. Pour ça que je ne peux pas être d'accord avec ce principe. Alors, mon anecdote est vraiment très récente, puisque le mois dernier, j'ai participé à une émission qui s'appelle Vie ma vie. Et j'étais donc au cœur d'une famille nombreuse. Cette famille est composée de 5 enfants. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais eu ce truc où cette jeune femme était complètement débordée et sa vie tournait en fait autour de ses enfants. Et ce qui m'avait percuté, c'est le fait qu'elle n'avait pas de vision autre que sa famille. Moi, si j'ai compris, toi, tu es couturière, donc tu as quand même une vision un petit peu plus... Je vais te faire aimer les enfants et la famille nombreuse. Une vision un petit peu plus ouverte à ça. Et c'est ça qui m'a un petit peu fait me rendre compte à quel point aujourd'hui, la charge mentale d'être mère a du mal à être conjuguée avec la vie d'entrepreneuse que je suis. Et ça m'a même très, très, très bien confortée dans cette semaine où j'ai été vraiment au cœur, à vivre chez eux, à être dans ce tourbillon, je dirais, parce que ils rentraient à la maison, ils mangeaient ensemble. Ensuite, il y avait aussi les activités qui se résumaient aux courses et à toutes les activités pour les enfants. Et donc, toute sa vie était tournée vers ses enfants, ni vers son mari, mais uniquement vers ses enfants. Et elle a 33 ans et j'ai trouvé ça extrêmement dommage de me rendre compte que, à part les autres, c'est-à-dire ses enfants, elle n'avait aucune pensée tournée vers elle-même. Et j'ai eu l'opportunité de lui montrer un petit peu ce qui était d'être tournée vers soi. Et elle s'est rendue compte qu'elle était fatiguée, qu'elle était un petit peu débordée physiquement, émotionnellement. Et un petit peu ce retour à soi où elle s'est dit, c'est vrai que je suis vraiment très fatiguée, c'est bizarre, je m'en étais pas rendu compte. Et donc cette déconnexion totale d'être pas du tout tournée vers elle a été uniquement tournée vers les autres, sa famille. Et ça m'a un petit peu percuté sur le fait de me dire waouh, c'est une entreprise, c'est clairement une entreprise, quelque chose dont j'ai pas envie d'être la PDG à ce jour, quoi. Je cherche plutôt à être la PDG de mon existence et encore un petit peu du mal à être PDG de l'existence de autant d'êtres humains en tout cas. Et je trouve ça triste que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui n'aient pas véritablement le choix d'avoir ou pas des enfants, de rester ou pas à la maison. Je trouve ça un peu triste sur notre société. En fait, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Je pense que j'ai toujours pensé que je me marierais et que j'aurais des enfants. Ça a été une évidence très très jeune. Voilà, c'était quelque chose que je ne pouvais pas envisager autre chose. Je suis tombée amoureuse de mon mari assez jeune. J'ai attendu parce qu'il n'était pas au courant. J'avais que 15 ans, donc c'est normal. Donc voilà. Et puis ça s'est fait. On voulait tous les deux des enfants. C'était évident. Et c'était évident aussi que je les garderais et je serais mère au foyer. Voilà, au début, on s'était dit, on en aura 4. Et puis, on en a eu 9. Voilà. Wow. Donc, c'est quelque chose qui a été absolument merveilleux à vivre, même si je reconnais beaucoup de mamans dans ce que tu as décrit. C'est malheureusement un gros problème en France, c'est que le statut de mère au foyer n'est pas du tout reconnu, donc il n'y a pas vraiment d'aide, il n'y a pas suffisamment d'aide. Et puis, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de CAP par an. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tous les jours inventer, remettre en question. Et en fait, c'est pas évident. Et effectivement, quand on fait le choix d'avoir des enfants et d'avoir des enfants rapprochés, parce que moi, ça a été le cas aussi, ils ont été très rapprochés, et on est pris dans un tourbillon, effectivement. Et il faut savoir s'octroyer des moments
de solitude, des moments à deux aussi. C'est très important et je n'insisterai jamais assez là-dessus. Il faut garder un lien avec son mari, des moments avec son mari avant de faire passer les enfants avant tout. Ouais. Voilà, donc il faut des moments d'intimité et puis on a chacun besoin de nos moments à nous seuls. Et moi, je l'ai trouvé dans ma passion qui était la couture. J'ai toujours fait 50 000 trucs. Et je expliquais aux enfants, il faut me laisser là un moment tranquille. La place de la femme est-elle au foyer ? Tout est une question de choix. Moi, je connais des mamans de familles nombreuses qui n'ont jamais envisagé d'arrêter leur carrière. J'ai une maman qui a 5 enfants et qui, à chaque fois, après ses congés maternité, a repris le travail et a aménagé son emploi du temps en fonction de ses enfants. C'est son choix. Moi, je n'envisageais absolument pas de laisser mes enfants à quelqu'un d'autre. Alors, pour certains, ça paraîtra de l'égoïsme, mais non, pour moi, c'était mon rôle à moi, une fois que j'ai des enfants, c'est de les élever, d'être auprès d'eux, et en particulier dans la prime enfance, en fait. Aujourd'hui, ils sont plus grands, je travaille, je peux partir, etc. Mais petit, pour moi, effectivement, la maman est au foyer et s'occupe essentiellement de ses enfants. Oui, je te rejoins complètement sur le fait que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on nous vend que la femme peut avoir tout. Je pense que c'est un objectif surréaliste parce que à ce jour, on peut pas être et mère au foyer, donc PDG de son foyer et PDG de sa boîte et PDG de sa vie perso et PDG. Enfin voilà, on a vraiment ce truc où les femmes peuvent tout avoir et c'est faux. Et en fait, dire avec affirmation que la place de la femme est au foyer, c'est entre guillemets incomber une tâche. C'est une forme d'injonction au final, c'est-à-dire lui enlever le choix. La question est tournée de est-ce que la place de la femme est-elle au foyer ? Oui, pour moi, elle est au foyer. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Je vous remets dans la vidéo. Elle est au foyer. Dans le cadre, excuse-moi de te couper la parole, dans le cadre où elle décide de l'être. Voilà, c'est ça. La maman doit être au foyer et doit s'occuper de ses enfants. Pour moi, c'est une réalité ça ne devrait pas être autrement que ça. Seulement, aujourd'hui, dans certains pays, ça se passe très bien, mais nous, en France, on n'a pas ce choix possible de laisser la mère décider de mettre sa carrière entre parenthèses. Exactement. Parce qu'à un moment donné, si elle veut revenir dans 10, 20, 30 ans, on lui dira qu'elle est trop vieille, qu'elle est plus sur le etc. Et puis financièrement, pour beaucoup, malheureusement, financièrement, c'est pas possible. Je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, en fait, la perspective est sa place est là où elle le veut. C'est-à-dire que si elle veut être au foyer, elle est libre de l'être. Cependant, ça ne doit pas être une injonction. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'une femme pense que parce qu'elle a des enfants, elle doit s'arrêter de travailler. Elle doit mettre sa vie entre parenthèses. Parce que peut-être qu'elle est peut-être à un tournant dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle est peut-être au prime de sa vie professionnelle. Et il ne faut pas qu'elle se dise « je vais avoir un enfant et donc je vais arrêter de vivre pendant 3 ans environ ». Si on veut être, je pense, maman à 200% accomplie, où on ne va pas laisser son enfant de côté, on va attendre qu'il aille en maternelle et donc qu'il soit dans un cadre, une structure. À ce jour, donner comme injonction la femme doit être au foyer, c'est hyper limitant et c'est pas du tout aligné à l'ère du temps dans lequel on vit et surtout dans l'économie à laquelle on vit. Parce qu'aujourd'hui, laisser la femme au foyer, à ce jour, les aides ne sont pas suffisantes. Et puis même mentalement, la charge mentale que peut avoir une femme, et moi je suis hyper admirative de savoir que tu as 9 enfants, moi j'ai mon chien, je me sens débordée avec mon chien. Donc je pense réellement que de devoir dire aux femmes que pour être une bonne maman, il faut être au foyer, c'est la pire des injonctions qu'elle peut avoir et qui peut vraiment créer comme entre guillemets, un frein monstrueux dans son mental, dans son raisonnement. C'est-à-dire que si tu veux être une bonne mère, tu dois être au foyer. Il n'y a rien de pire que pour faire culpabiliser une femme qui va penser l'inverse, dire bah non, mais moi j'aimerais quand même, après mon congé mat, pouvoir mettre le petit chez une nounou et reprendre mon boulot, quoi. Ça, c'est hyper, en fait, d'une certaine manière, péjoratif. On revient à la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, comme le fait d'être mère au foyer n'est pas du tout reconnu, socialement parlant, forcément,
comme tu dis, elle va mettre sa vie entre parenthèses. Mais en fait, non, elle ne va pas mettre sa vie entre parenthèses, elle va vivre une autre vie, la vie de maman, de mère au foyer. Donc, mais c'est ça. Mais comme c'est pas reconnu, forcément, on a cette pression sociale qui fait que, ouais, mais si je m'arrête, si j'ai un enfant, ça veut dire que là, je vais devoir m'arrêter. Est-ce que je serai reprise dans mon entreprise, hein, quand on n'est pas fonctionnaire, est-ce qu'on aura de nouveau un poste, le poste où j'étais avant de me retrouver enceinte, etc. C'est sûr que... c'est cette pression sociale qui fait que tu dis oui, je vais mettre ma vie entre parenthèses. Mais c'est ça qui ne va pas, en fait. Quand tu as un enfant, ta vie, elle ne s'arrête pas parce que tu as un enfant. Tu avais une carrière, un début de carrière, voilà. Tu as un enfant, ça devrait être vécu comme quelque chose d'accomplissant. Une étape, on va dire. Une étape, une très belle étape. Et puis, à un moment donné, si l'enfant va à l'école, effectivement, on peut se dire, je peux reprendre à mi-temps, ça me va très bien. Le contact avec des collègues, une vie active, plus active, me manque. On réduit aussi la mère de famille à... elle fait la vaisselle, la cuisine et elle change les couches. Non, une mère de famille nombreuse, c'est pas que ça. Évidemment qu'il y a une intendance. Elle est aussi psychologue, elle est aussi... Alors déjà, il faut arrêter de dire qu'une maman ne travaille pas. Moi, j'ai un travail, voilà, et c'est ça qu'il faudrait qu'on reconnaisse aujourd'hui en France. C'est que la mère de famille a un travail. Complètement. Il faudrait que ce soit rémunéré. Bien sûr. Moi, je suis pour la rémunération des mères au foyer. De toute façon, c'est un travail. Et c'est un travail qui apporte énormément à la société. Il faut arrêter de penser que les mères au foyer ne servent à rien. On a eu 9 enfants. Il y a eu des moments difficiles, mais il faut quand même imaginer que 9 enfants aujourd'hui en France avec un seul salaire de prof, on ne parle pas des rémunérations des professeurs en France aujourd'hui, mais on a réussi à vivre avec 9 enfants, avec un seul salaire, qui n'était pas du tout un salaire de PDG, on a un salaire de professeur. Je te coupe, mais est-ce que tu es d'accord pour me rejoindre sur le sujet que tu es un cas isolé ? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais mon âge, tu te lancerais dans cette, on va dire, aventure d'avoir 9 enfants dans cette économie-là et le contexte actuel géopolitique? Oui, parce que pour moi, c'était évident. Ça ne pouvait pas être autrement que ça. En 2026, Oui, au passé, en 2026. Mais je le ferai quand même. Parce qu'en fait, en réfléchissant comme ça, en se disant, mais en 2026, l'économie ne nous aide pas à avoir des enfants, donc je ne vais pas avoir d'enfants, on ne fait qu'aggraver le problème, en fait. Et si on réagissait dans le sens, c'est-à-dire je ne vais pas me laisser faire par cette société qui ne nous aide pas, je vais avoir des enfants et je vais faire en sorte qu'on soit de nouveau aidés, qu'on ait quelque chose, des aides plus conséquentes pour élever nos enfants, on inverserait peut-être les politiques. Il faut voir dans l'autre sens, en fait. Là, on subit. Notre plus grand point de désaccord, ça a été le fait que, d'une certaine manière, elle a voulu appliquer sa façon d'évoluer humainement dans sa vie à elle et l'appliquer sur 2026. Peut-être qu'avant, c'était très bien vu que monsieur aille travailler et que madame dépende de monsieur. Aujourd'hui, ce n'est plus possible dans cette actualité économique dans laquelle nous vivons. Là, tu subis la société en te disant c'est tellement difficile. Moi, j'imagine qu'il me faut tellement d'argent pour élever 1 ou 2 enfants. Je ne peux pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles. Mais en fait, on ne fait qu'aggraver le cas. Après, là, ce serait vivre en dehors de l'économie. C'est-à-dire que, admettons, si tu veux construire un foyer où il te faut un crédit pour ta maison, d'accord ? Admettons que tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture, donc tu fais un crédit pour une voiture. Qu'avec le salaire de ton conjoint, tu dois pouvoir assumer un enfant, c'est-à-dire tout ce dont il a besoin les 3 premières années de sa vie. Ça coûte quand même relativement cher, que ce soit, même si tu veux être écolo, seconde main, ce que j'entends, et ce que je trouve ça hyper noble et je trouve ça hyper smart. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup de parties de la France, vivre avec un seul salaire. C'est impossible. Je vais passer pour quelqu'un de ringard, de vieux jeu, de vieille France peut-être, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est une réalité qui est quand même très, très française. La plupart des pays en dehors de la France n'ont pas cette vision-là. Pas des pays très très loin. En Suisse, les salaires sont pas les nôtres et les mamans restent naturellement à la maison et trouvent tout à fait normal de se faire payer le restaurant par leur mari. En Allemagne, l'école est obligatoire à partir de 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, mais les mamans s'organisent, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas l'école l'après-midi, tout ça est tout à fait naturel. Donc en fait, malheureusement, elle fait peut-être une généralité de quelque chose qui n'est pas une généralité. En fait, c'est plutôt français et c'est ça qui est dommage. Il y a énormément de pays dans le monde où la maman est au foyer, elle a beaucoup d'enfants et c'est normal. Ou c'est hyper limitant et du coup,
dans ce monde capitalisme, on va se sentir peut-être un petit peu frustré, je dirais, de ne pas pouvoir faire certaines choses. Et on ne parle pas uniquement du matériel, on parle d'expérience. Et certaines expériences coûtent de l'argent. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, de la présence, l'amour, l'affection, tout ça, c'est hyper important. Mais moi, je me rappelle, tu vois, mes parents m'ont eu super tard. Mon papa m'a eu à 50, ma mère m'a eu à 40. Ils m'ont offert quelque chose que beaucoup de parents ne peuvent pas offrir s'ils privilégient leur carrière, qui est le temps. Mon père était à la retraite, ma mère s'est arrêtée aussi de travailler, mais ils m'ont offert une vie que je pense beaucoup ne peuvent pas offrir. Mais ils avaient les moyens de le faire. Et donc du coup, partir en vacances, pouvoir m'acheter, que ce soit à la rentrée, des choses que je désire, etc. Ça faisait partie de mes souvenirs positifs. La présence, évidemment, mais je veux dire, à ce jour, je me sens clairement économiquement trop jeune pour avoir un enfant. Et surtout, je me dis, même physiquement, ça va en fait. Ma maman m'a eu à 40 ans, pourquoi moi je ne pourrais pas avoir un enfant tard si je voulais en avoir un? Et au contraire, je vais lui offrir encore plus de sagesse, de patience et de disponibilité. Et ça, je pense que c'est une qualité qui est primordiale dans la maternité au final. Et surtout la présence H24 de mon conjoint. Oui, mais c'est parce que tu envisages les choses. Tu te dis, bon, à la rigueur, à 40 ans, j'aurai un enfant, peut-être 2, mais tu n'envisages pas d'en avoir beaucoup. Commencer à 40 ans pour se dire, je vais avoir une famille nombreuse, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour la femme. Quand même, on a physiquement, à un moment donné, ça s'arrête pour nous les femmes, assez jeunes finalement, donc c'est prévu quand même plus tôt. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça en se disant, non, je ne pourrais pas lui donner autant que ce que j'ai reçu, par exemple, ou autant que ce que j'aimerais lui donner. Je pourrais pas, donc je préfère pas avoir un enfant. C'était tout nouveau pour moi et donc j'ai trouvé ça très intéressant de rencontrer quelqu'un qui n'est pas de ma génération et qui pense autrement. C'était très, très enrichissant. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose que vous n'avez pas pu dire jusque-là? Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis hyper admirative de ton parcours. Parce que humainement, je trouve que maintenant, tu as une nouvelle saison de ta vie où tu développes du coup ton atelier, etc. Et je trouve ça hyper gratifiant de voir que, en tout cas, tu es épanouie aujourd'hui en tant que mère dans cette nouvelle saison de ta vie. Et moi, j'invite toutes les mamans et toutes celles qui ne veulent pas d'enfants, au final, à accepter chacune des saisons qu'elles vivent. Et personne ne devrait être jugé sur la volonté qu'elle soit de rester au foyer ou qu'elle soit le fait de ne pas vouloir d'enfants. Je pense que chacune mérite d'exister comme elle le souhaite. J'ai trouvé que cet échange était extrêmement fondé sur, je pense, une époque qui n'existe plus. Elle nous a énormément partagé son chemin qui, je pense, à ce jour, ne reflète pas la réalité humaine, sociétale et économique que nous traversons. Après, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de... On ne peut pas faire de généralité. On a évoqué le problème de la France et de l'économie, du regard de la société sur la mère au foyer. On n'a pas le recul non plus, mais c'est vrai que choisir d'être mère au foyer, c'est pas simple aujourd'hui en France, c'est ce qu'on disait, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de choix vraiment possible. Et toutes ces femmes qui se sentent un petit peu dans l'obligation de travailler pour avoir un statut, pour avoir une reconnaissance, si on leur laissait vraiment le choix, peut-être qu'elles se diraient, mais tout naturellement, je vais rester au foyer, je vais m'occuper de mes enfants, et c'est parce que c'est ça qu'elles veulent faire, parce que naturellement, je parle de façon générale. Attention, évidemment, il y a des particularités, il y a des femmes qui ont vraiment très envie de travailler, il y a des femmes... ou tout simplement celles qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Voilà, il y a le problème de la stérilité, effectivement. Il y a le problème... il y a aussi des hommes qui ont très envie d'être au foyer. Je connais des couples où c'est le papa qui a choisi d'être au foyer et la maman qui travaillait. Mais je parle de façon générale où malheureusement il n'y a pas de choix qui est donné à la femme de vraiment décider de son sort. Voilà. Et je reste quand même sur l'idée qu'il y a des injonctions qui sont données. Faut laisser un peu les gens respirer, et c'est ça qui est quand même vraiment dommage, c'est que ça n'est pas simple effectivement de faire le choix de la famille nombreuse. Maintenant, après, c'est pas non plus évident. Ça demande énormément d'organisation.
D'argent. Oui. Il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment Oui, important aujourd'hui dans ce monde. Oui, On a et malheureusement puis, c'est vrai que on n'est pas suffisamment aidé non plus, parce que bon, c'est vrai que ni reconnu. moi j'étais certainement un peu efficace. Hein, donc j'ai pu avoir 9 enfants, j'ai pu continuer à faire mes activités, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait tout ce que je voulais d'ailleurs. Mais c'est pas simple. Enfin, j'ai énormément d'énergie aussi, donc je peux me lever très tôt, me coucher assez tard. Donc forcément, c'est une grosse amplitude d'heures où je peux faire plein de trucs. Et ça, le problème, c'est que je reconnais bien que tout le monde n'est pas capable d'avoir cette énergie. Et donc, pouvoir seconder les mamans en leur permettant d'avoir facilement, je sais pas moi, une dame qui viendrait aider pour le ménage ou le repassage ou la cuisine même, ou des choses comme ça, financièrement, c'est sûr que ça pourrait les aider. Parce qu'elles ont tendance, malheureusement, les mères au foyer que je connais, elles ont tendance à se négliger, en fait. Mais parce Manquer que... de temps pour elles. Voilà, mais c'est obligé, en fait, parce que la société ne les aide pas. Et c'est ça qui est quand même dramatique aujourd'hui en France en 2026. Donc on est d'accord. Ok. Merci à toutes les deux. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous, on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil. Pensez bien à vous abonner avant de partir. Salut.